Et bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. C'est un plaisir. Merci de vous connecter à l'heure à chaque fois pour nos webinaires. On les organise depuis maintenant le début du Covid, comme vous savez. French Morning, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, c'est le média pour les francophones aux États-Unis depuis maintenant plus de 17 ans. Je vois que vous êtes une petite centaine à avoir pris une place aujourd'hui, donc merci de l'avoir fait. On est aussi en direct sur LinkedIn et tout ça, ce sera disponible en replay, bien sûr, sur YouTube. Si vous voyez des QR codes ou des choses, tout ça, ça fonctionnera encore en replay, vous en faites pas. Donc ici, aujourd'hui, on va voir comment l'immobilier à New York en 2025. Et ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il faut acheter en ce moment et comment acheter au bon prix et surtout comment faire pour se faire financer. Alors, les deux experts du jour, c'est Renaud Detilly, Marius Coulon, fondateur et broker chez Detilly Real Estate à New York. Ils vont faire un point sur l'état du marché actuel et notre troisième spécialiste, Betty Benzakein, spécialiste dans les prêts hypothécaires conventionnels et jumbo pour les emprunteurs internationaux et nationaux euh, et a été deux fois récipiendaire du Gold Heart Award avec HSBC, ainsi que la première conseillère hypothécaire de l'année. Voilà. Donc, bon, vous le savez, l'idée, c'est aussi d'échanger. Donc, au début, on va faire un petit partage d'écran. On va pouvoir avoir un maximum d'informations. Mais ce qu'on veut, c'est surtout avoir vos questions. Donc, vous pouvez les poser tout de suite, dès à présent. Et puis, on peut les poser aussi à la fin. On y répondra à la fin, en tout cas. Et donc, voilà. Donc, Renaud, je te laisse la parole pour démarrer ce webinaire. Et puis, moi, je reviendrai à la fin te poser des questions. Génial, merci beaucoup Romain. Je partage mon écran et j'imagine que vous le voyez. Ça y est, il doit bien s'afficher. C'est Magnifique. bon? Vous voyez bien? Génial. Yes. Donc on va faire juste une petite présentation en trois étapes. La première étape, c'est qu'on va expliquer un peu qui on est, nous, de TI Real Estate. On va faire une deuxième étape sur quels sont les process pour acheter en ce moment et une troisième étape sur un point du marché actuellement new-yorkais, du marché immobilier. Et on va même aller un petit peu plus loin parce qu'on va vous donner toutes nos prédictions pour l'année 2025, pour cette fin d'année 2024 et ce qu'on pense de ce que va devenir l'année 2025, notamment pour l'immobilier. Alors, tout d'abord, on se présente. Je suis le CEO, le fondateur de TI Real Estate à New York et on a aussi plusieurs autres bureaux dans d'autres régions et d'autres pays, notamment à Paris. Marius, qui est là, est le directeur international et s'occupe notamment aussi du bureau de Paris en ce moment. Et puis, nous avons Mathias, qui est lui le responsable notamment de tous les expats, en plus avec moi ici à New York. Voilà un petit peu pour présenter l'équipe des dirigeants. Allez, on est, nous, de TI Real Estate à New York, une agence immobilière spécialisée dans l'immobilier résidentiel, donc pour les particuliers. On a trois grosses branches d'activité. Donc, on est une agence immobilière, comme vous pouvez le voir. On fait de l'achat, de la vente, de la location et on gère notamment l'arrivée de tous les expats. On est marchand de biens, c'est-à-dire pour certains types d'investisseurs, on achète des propriétés, on les agrandit, on les rénove et on les revend pour le compte de nos investisseurs. Et enfin, on boucle la boucle avec la gestion locative, voilà, ce qui s'appelle le property management ici. Et nos investisseurs qui ont acheté un bien ou des personnes qui avaient un pied-à-terre et qui disent, bon, bah voilà, on aimerait bien pouvoir le louer quand même parce qu'on ne va pas y mettre les pieds pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années, eh bien, on gère tout pour eux, on leur trouve un locataire et on gère toutes les histoires de clés, de problèmes de chauffage, de clim, etc. Voilà, l'idée, en fait, de tout ça, c'est d'avoir de TI Real Estate qui est au cœur de tous ces services-là et d'avoir un seul interlocuteur, nous, qui sommes bilingues, au cœur de, de ces trois métiers. Euh, pour vous présenter rapidement, nous sommes devenus l'agence numéro 1 des francophones à New York City.
Donc, on est très fiers de ça. Notamment, on gère beaucoup d'expats francophones. On a une très, très grande majorité de nos clients, donc locataires, du côté locataire et acheteurs, qui sont francophones et qui nous font confiance. Il n'y a rien de meilleur qu'un francophone pour parler à un autre francophone et pour bien comprendre, en fait, tous ses besoins. On est spécialiste des expats. Voilà, on est les experts des expats. Numéro un des francophones qui viennent s'installer à New York. On est expert pour faire accepter des dossiers d'expats. On en parle un petit peu. On est évidemment très fort autour et on a un gros réseau qui est autour de toutes les écoles françaises, que ce soit le lycée français ou les public schools avec les dual language programmes franco-américains, comme PS58 à Carroll Gardens ou d'autres voilà, dans Brooklyn et dans Manhattan. Et une dernière chose, c'est que quand on fait appel à nous, les gens de Paris ne le savent pas, les gens d'ici le savent, mais on peut visiter tous les appartements qu'il y a à louer et on peut, voilà, tous les biens qui sont disponibles sur le marché. Il y en a environ 17 000 en ce moment. Et si je le rephrase, c'est un peu comme si on avait chez Doty Real Estate 17 000 appartements à louer chez nous. Voilà la bonne nouvelle. On fait du property management, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la gestion locative. Donc, c'est une relation unique avec le propriétaire pour pouvoir gérer la location de son bien, des finances, de paiement des charges, etc. Dans la partie real estate, ce que je vous disais, c'est que l'un des gros avantages de New York City, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un MLS, un Multiple Listing Service, c'est-à-dire que toutes les annonces sont centralisées dans un seul système central unique dans lequel nous, on va pouvoir piocher. Et il n'y a aucun appartement qui est à vendre ni qui est à louer qui va nous échapper. Et donc, on va pouvoir tous les visiter et tous les acheter ou tous les louer. Donc, l'information est facile à trouver, on la trouve beaucoup sur des sites comme StreetEasy, que pas mal de gens regardent. Et bien évidemment, sur notre site à nous, le site de TR Estate, qui est très, très bien fichu à ce sujet et sur lequel on retrouve l'ensemble de toutes les annonces. Et il y en a 17 000 à louer, il y en a 17 000 à acheter. Donc voilà, il y a l'embarras du choix. Et nous, on est là pour vous aider à travers tout ce process d'achat. Voilà, j'expliquais, on peut tout visiter, tout louer, tout acheter, et il y a environ 17 000 biens à louer, 17 000 biens à vendre dans tout New York City. Très rapidement, on va définir les étapes d'achat. Alors d'abord, la plus importante, et c'est bien que HSBC et Bétis soient là. La première chose, la première question quand on veut acheter quelque chose, quand on va acheter un bien immobilier, c'est d'abord de définir combien d'argent on va pouvoir mettre. Donc définir son financement. Combien d'argent je vais mettre en cash, combien d'argent je vais mettre en empruntant auprès d'une banque, ce qu'on appelle ici les mortgages et obtenir de la part de sa banque un premier document qui s'appelle une pré-approval letter, qui va pouvoir dire, bah voilà, la banque XYZ me prête, HSBC en l'occurrence, me prête tel montant. Je vais donc pouvoir chercher un appartement entre 1 et 2 millions, entre 2 et 3 millions, ou entre 2,5 millions et 2,7 millions, etc., etc. Première étape, vraiment, la plus importante, c'est vraiment définir son financement. Ensuite, on va faire une recherche active avec un agent de chez nous, donc soit Marius, soit moi, soit Mathias ou des autres personnes de notre équipe. Ça, c'est très important, c'est de savoir combien on a besoin de chambres, quels sont les critères qui sont importants pour nous, entre la luminosité, le bruit, l'espace, des petites chambres ou des grandes chambres, un grand salon ou pas un grand salon, un petit bureau, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que, en fait, notre travail, nous, à Manhattan, à Brooklyn, enfin Manhattan, Brooklyn, à New York en particulier, il est beaucoup sur la chasse d'appartements. Donc, on va essayer de comprendre parmi les 17 000, lesquels vont le plus vous correspondre. Ensuite, on va faire une offre stratégique sur le prix. Donc, sachez qu'aux États-Unis, contrairement à la France, on peut faire une offre supérieure au prix qui est demandé. Et c'est même parfois une stratégie utilisée par les vendeurs de mettre un appartement un petit peu en dessous de son prix de marché pour obtenir un maximum d'offres. Ou alors, on peut faire une offre stratégique. On verra tout à l'heure avec Marius que le marché est quand même très favorable aux acheteurs donc faire une offre peut-être bien placée pour pouvoir se faire accepter le plus rapidement possible
tout en n'étant pas déconnecté du prix de l'asking price. Ensuite, Voilà. Et ouais, vas-y. Renault, important, comparé à la France également, on a accès à toutes les données. C'est-à-dire, on le sait, nous, agents immobiliers, on a accès à toutes les données de vente, ce qui s'est passé dans l'immeuble, ce qui s'est passé dans le quartier, ou même ce qui s'est passé dans cet appartement-là, ce qui nous permet de faire une offre très stratégique et arriver le numéro 4, donc négocier. Yes, ça c'est un des points, tu as raison de le signaler. Toutes les données de prix d'achat d'appartements sont disponibles via nous. Donc on sait exactement quel appartement s'est vendu à quel prix, à quelle date, qui l'a acheté, où habitent les acheteurs et même combien ils ont emprunté et même auprès de quelle banque. Donc là, on a vraiment accès, comme si on avait accès en France à toutes les données des notaires en fait. En fait, ce qui nous permet donc de ne pas mouiller son doigt et de savoir à peu près quelle est la valeur. Quand on a les prix des 5 dernières ventes dans l'immeuble sur les 6 derniers mois, on a une idée assez précise du prix au mètre carré. Donc ensuite, on va signer un contrat de vente. Ensuite, on va faire une inspection et la banque, donc via Betty, va faire passer un appraiseur indépendant pour savoir si le bien que vous achetez vaut bien le prix auquel vous l'achetez. Pour pouvoir ensuite vous prêter l'argent, c'est-à-dire avoir un mortgage commitment. Et une fois qu'on a tout ça, eh ben, on peut procéder au closing et à la remise des clés. Donc, vous pouvez regarder ça un petit peu plus en détail plus tard en vous repassant cette vidéo. Mais voilà, très rapidement, les 8 étapes qu'il y a dans un achat d'un bien immobilier à New York. Donc, c'est pas très différent de ce qu'il y a aujourd'hui en France, si ce n'est qu'on a beaucoup plus d'informations en amont sur tous les prix des achats, les prix des achats. Et donc, on arrive à avoir une stratégie de négociation qui est un petit peu plus intéressante. Alors là où nous, on est très fort, c'est sur cette partie de recherche, d'offres stratégiques et de négociation. C'est ce qui fait aujourd'hui notre réputation, c'est ce qui fait que on est parmi les top brokers de New York City et que on est en tout cas préféré de la communauté francophone. Titique, génial. On va vous parler maintenant du marché new-yorkais et vous raconter un petit peu ce qui se passe à Manhattan et à Brooklyn. On va commencer par Manhattan et notamment sur le Q3 2024, Marius. Oui, on a les chiffres du Q3 2024. On a fait des webinars il y a 6 mois, il y a un an. Donc, si vous nous suivez, vous allez pouvoir suivre nos prédictions et vous allez vous rendre compte qu'on avait raison. Là, à Manhattan, ce qui se passe depuis un an, c'est qu'on a une stabilisation à peu près des prix. On a un peu moins de ventes et on a un inventaire qui est stable. Donc, ça, c'est les chiffres de Manhattan qui comprend les condos, les coops et les maisons. Sur la slide suivante, vous aurez que les condos. Les condos, ce qui vous intéresse, vous, plus en termes d'investissement, beaucoup plus flexible. Le condo, c'est comme la propriété qu'on connaît en France. Avec pareil, une augmentation des prix depuis un an d'environ 4%, un peu moins de ventes et un inventaire qui reste aussi stable à Manhattan. Mais le chiffre clé intéressant à regarder, c'est le chiffre de septembre 2024 des contrats signés, donc des promesses de vente signées. Comparé à un an, on a plus 74% de contrats signés, ce qui signifie que nous, on le voit sur le marché tous les jours depuis fin août, le marché est à nouveau dynamique. On a eu une baisse des taux, Betty va en parler. Et que ça soit à Paris, on connaît ça aussi depuis un mois, on a un vrai regain d'acheteurs. Les acheteurs reviennent et les vendeurs ont fait des concessions sur les prix. Donc, on a là, c'est le chiffre le plus criant aujourd'hui, c'est 74% comparé à septembre 2023, qui était un mois très faible l'année dernière, très mauvais. Ça, c'est pour la partie Manhattan. La partie Brooklyn, Brooklyn, pareil, si vous nous suivez, vous savez qu'on est des adeptes de Brooklyn et on conseille beaucoup nos clients qui souhaitent acheter à Manhattan aussi d'acheter et regarder Brooklyn. On a un Aussi bureau à plus Manhattan et un bureau à Brooklyn, donc, pour bien expliquer ex- les choses. Donc c'est pour ça que voilà, exactement. on est très fort à Et, Brooklyn aussi. et là, plus 12%.
Alors ça, c'est le septembre 2004, donc c'est les contrats signés de condo de plus 12%. Il est moins important qu'à Manhattan car les chiffres, en fait, n'ont pas autant baissé à Brooklyn qu'à Manhattan en un an. Mais on est en constante augmentation. Et plus 262%, ce sont les maisons. Les maisons. Là, on a quand même plus 3 fois plus de ventes des maisons. Depuis un an, pareil, un regain de clients qui avaient stoppé leur recherche et là qui se remettent sur le marché. Et à Brooklyn, là, on parle de maisons maintenant qui coûtent entre 3, 4, 5, voire 10, voire au-delà de 10 millions de dollars. Voilà, ça c'est le Brooklyn, ça c'est en Q2. Ce qu'on disait, il y a des prix toujours en augmentation. Si on regarde la tendance du prix moyen, du prix médian depuis 2014, on a une constante augmentation des prix. Ça va continuer. Brooklyn est toujours aussi attrayant, mais malgré là depuis un an une baisse un petit peu du nombre de ventes, on a toujours un prix qui augmente et un inventaire qui augmente. Donc c'est bon aussi pour les acheteurs. L'inventaire augmente parce qu'il y a aussi de nouveaux développements qui arrivent sur le marché, qui mettent beaucoup d'unités sur le marché, ce qui est aussi bien pour faire baisser les prix. Quand on a commencé à faire toutes ces conférences, Marius, il y a 6 ans, on disait Brooklyn, c'est l'endroit où il faut investir quand on parlait à nos clients investisseurs. Il y a 5 ans, on leur disait la même chose. Brooklyn, c'est l'endroit où il y a investir. Il y a 4 ans aussi, il y a 3 ans aussi, il y a 2 ans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis le début, l'augmentation de Brooklyn est vraiment constante. Et ce qu'on va vous dire, sans révéler un petit peu toute la conclusion de tout à l'heure, mais c'est que Brooklyn, c'est un marché qui est ultra dynamique et qui va continuer d'augmenter. Oui, parce que Brooklyn est un marché local, donc on s'adresse aux New-Yorkais qui veulent habiter et avoir plus d'espace, plus de calme. Et ça devient aussi un marché international avec beaucoup d'étrangers qui souhaitent maintenant acheter à Brooklyn comparé à Manhattan. Et Manhattan qui subit la fluctuation plus mondiale que Brooklyn qui est plus local. Donc là, très rapidement, le marché des locations, depuis 2021, donc après le Covid, on a plus 45%, voire 60% dans certains quartiers d'augmentation des loyers. Et depuis un an environ, que ce soit à Manhattan ou à Brooklyn, on avait atteint un record l'année dernière ou en fin d'année dernière. Ça s'est un petit peu calmé parce qu'on a plus d'inventaire. Et voilà, les prix sont un peu plus bas, de 7-8%, que ce soit à Manhattan ou à Brooklyn, parce que les gens ont plus de choix et il y a plus d'inventaire actuellement disponible. Précise juste ce que ça veut dire plus d'inventaire, ça veut dire qu'il y a plus d'appartements Exactement. loués sur le marché. Voilà, donc c'est le nombre d'appartements à louer sur le marché est plus Ouais. important, donc Parce que, forcément, plus il y en a, plus les prix ont tendance un petit peu à descendre, parce que le marché devient favorable pour les personnes qui veulent louer ces appartements-là et qui donc se mettent un petit peu plus en concurrence en faisant des offres un petit peu plus basses. Parce que tout à l'heure, Renaud, tu parlais des bidding wars à l'achat, mais les Mhm. bidding wars existent aussi à la location. Et ces Ouais. derniers mois, ces dernières années, pour obtenir un appartement, on conseillait à nos clients, s'ils voulaient avoir la chance de l'avoir, de mettre 3, 4, 5% en plus, parfois du prix. Parce que parfois, l'appartement est sous-évalué, mais quand c'est un très bel appartement, au final, il faut souvent mettre un peu plus pour avoir plus de chances de l'obtenir. Voilà, je Donc termine ça, une dernière petite parenthèse qui vas-y. était qui est assez sympa parce qu'on a eu le retour d'un client qui nous a fait cette remarque et que j'ai trouvé très chouette, entre guillemets, pour nous. C'est vrai que nous, quand par exemple, on visite pour des clients des appartements, on est capable de leur dire, bon, bah ça, cet appartement-là, il fait partie du top 5% des appartements les mieux qu'on ait vus. Et des appartements, on en a vu des centaines et des centaines, pour pas dire des milliers et des milliers. Et donc ça leur permet à eux de comprendre en fonction de leur goût, de se dire, bon, bah, en fait, moi, je connais pas bien le marché à New York, mais si lui, il me dit que ça fait partie des 5% les mieux, bah, donc, je vais pouvoir donc faire une offre. Et ça, c'est très, très rassurant pour notamment nos clients locataires. Voilà, Oui, on a rarement des clients qui déménagent au bout d'un an. Souvent, ils sont très bien chez eux et ensuite ils achètent. Donc ça veut dire que et avec nous. Donc c'est plutôt
plutôt un bon signe. Voilà, ça c'est Brooklyn, pareil, une baisse de 8%, avec plus d'inventaire et un prix moyen à la location à 4 000 $ par mois. On reste sur la même tendance. Voilà. Si on veut En résumer, Marius. conclusion, voilà, si on veut résumer, aujourd'hui, on est quand même sur un buyer's market, c'est-à-dire que les acheteurs ont le pouvoir, les vendeurs commencent et ont compris déjà depuis quelques temps qu'il fallait baisser leur prix. Et on le voit hein, très bien, il y a des appartements qui sont sur le marché depuis des mois, des années, parce que ils sont trop chers, ils ont des défauts. Mais les appartements qui sont bien pricés et qui sont sympas, ils partent toujours aussi vite. Et ce qui risque de se passer, je ne sais pas si c'est la slide d'après Renaud, je suis un peu perdu dans la présentation. Voilà, qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a les gens, les acheteurs, les vendeurs, on est en année d'élection, tout le monde est attentif au novembre, mois de novembre et cette élection. C'est souvent, les années d'élection sont souvent moins bonnes pour l'immobilier, c'est ce qu'on dit. Là, on a toujours des taux qui étaient élevés mais qui ont rebaissé et qui vont continuer sûrement à baisser après ces élections ou en début 2025. Donc là, on est sur un marché attentif qui va sûrement, voilà, ce sont nos prévisions 2025. On attend des taux, aujourd'hui on est à 6%, on était à 7,5 il y a un an, voire 8. Alors, la Euh, partie verte, c'est ce qui nous engage, nous. Nous, on pense que voilà, les taux qui étaient de 7,5 en 2023, qui sont tombés à 6 ou un petit peu moins de 6 en 2024, là en ce moment, et on pense que ça va redescendre encore d'un point en 2025. Donc, du coup, mortgage rates, ils sont en baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs vont revenir voilà, majoritairement surtout sur le marché de l'achat. et surtout les primo-accédants qu'on a perdus depuis cette augmentation des taux vont revenir sur le marché et vont pouvoir vendre ou racheter un appartement avec cette baisse des taux. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que tout le monde se retient. Euh, Après l'élection, début d'année, nous, on attend pas un raz-de-marée d'acheteurs, mais presque. C'est-à-dire qu'à Brooklyn, on s'attend dès février à nouveau à des bidding wars dans les appartements avec 20, 30, 40 personnes pendant les open house. C'est ce qui risque de se passer. À Brooklyn et également à Manhattan, on a un contexte géopolitique un peu tendu en ce moment et on a beaucoup de clients internationaux. Donc nous sommes évidemment, alors en France, c'est d'autres problématiques plus fiscales, imposition. On a des pays qui sont en guerre. On est, euh, on est très fort évidemment avec les Français, mais on a aussi des clients internationaux qui sont dans des pays comme, je pense à Taïwan, Taïwan où un conflit avec la Chine semble assez imminent, où il y a des grandes familles, des grandes entreprises qui veulent sécuriser des assets et vont investir aux États-Unis en numéro priorité, aussi en Europe, mais surtout aux États-Unis, et où ils vont acheter dans les grandes villes, là où, comme New York, là où Manhattan aujourd'hui offre toute la sécurité, le business et le point d'entrée de l'Amérique. Donc, Et ben, on attend. juste, ouais, je Oui, rebondis vas-y. là-dessus parce que en fait là, quand tu disais que nos clients investisseurs qui viennent un peu des quatre coins du monde vont investir aux États-Unis, ben, il n'y a pas que à New York, il n'y a pas que à Manhattan et pas que à Brooklyn, il y a Bien aussi sûr. eh bien, à Long Island ou dans les Hamptons où on a vu, on vous a épargné tous les tableaux parce qu'il y en a quelques-uns, mais les Hamptons, si vous voulez, c'est la pente du Kilimandjaro en ascension. Les prix n'arrêtent pas Ouais. d'augmenter, c'est monstrueux. Euh, Ça vaut encore plus cher pour ceux qui connaissent pas. C'est la partie de villégiature de New York. Donc c'est à 3 heures, un peu plus de 3 heures de New York, de Manhattan. Et les prix de l'immobilier là-bas n'arrêtent pas de grimper. Oui, Euh, depuis le Covid, ça ne s'est pas arrêté. voilà, on est aussi présent à Miami, donc on peut aussi faire investir nos investisseurs à Miami. On est aussi présent à Paris, donc ça, Marius s'occupe notamment du bureau de Paris. Donc voilà, on est dans le 8e arrondissement. Et on leur propose aussi des plans de développement immobilier dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux marchands de biens immobiliers, où on achète des maisons, on les agrandit, on les transforme. Tiens, je vais vous montrer quelques photos assez vite fait, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on achète une ruine
et on la transforme en quelque chose qui est génial, qui est plus grand. Donc, tous les square feet qu'on va rajouter, grosso modo, ils nous coûtent 450, $400, $450 à fabriquer et on les revend quasiment $2000 le square feet. Donc, vous avez vite fait le petit calcul. Voilà, avec votre calculette, voilà, on gagne très très vite des sous en 24 mois de travaux, 30 mois quand c'est vraiment des projets un tout petit peu plus compliqués. Et ça, on est capable de guider à la fois, nous, dans les meilleurs quartiers de Manhattan et aussi dans les meilleurs quartiers de Brooklyn, là, qu'on voit là. C'est ce qu'on appelle le Brownstone Brooklyn. C'est le Brooklyn qui est proche de Manhattan et qui touche Manhattan. Donc là, forcément, c'est ce qui vaut le plus cher. Ça correspondrait à la Paris première ceinture côté Neuilly, Clichy, etc. Versus Paris. Donc ça, c'était ce que je voulais vous raconter. Et notamment, dans les projets, il y en a un vraiment qui est arrivé là, très récemment. C'est le 30 Tompkins Place à Cobble Hill. Cobble Hill, juste pour information, c'est un quartier très très chic de Brooklyn qui est juste à côté des piers et notamment de Manhattan. Ces maisons-là, c'est des quartiers dans lesquels il y a beaucoup de célébrités. Pour vous raconter la petite anecdote, en descendant ces escaliers que vous voyez à gauche et à droite, c'est nous qui avons vendu cette maison. Eh bien, on a croisé Brad Pitt et Daniel Craig. Voilà, donc parce que Daniel Craig a une maison juste à côté, l'agence 007. C'est très rigolo parce qu'en fait, c'est un quartier qui est assez prisé des célébrités, des stars. C'est des quartiers qui Mais ont, aussi des qui familles ont très familiales, ouais. oui, très, très familial, en fait. Voilà, c'est des personnes qui sont très discrètes. Mais c'est intéressant. Et ben, je vais vous montrer cette maison-là. Cette maison qui était complètement à rénover. C'est-à-dire que c'était impossible de dormir dedans tellement c'était dégueulasse. Eh bien, après rénovation, avec des professionnels et après décoration d'intérieur, et bien voilà, on voit un petit peu ce que ça donne avant-après. Pardon, je vais un petit peu trop vite. Et voilà. Vous voyez, avant-après, ce que ça peut donner. Et je vais vous donner quelques chiffres juste après sur. Ah, génial. Ils ont acheté cette maison 5 millions neuf en février 2022. Ils ont fait 3 millions de travaux. Total du tout, un petit peu moins de 9 millions de dollars. Revendu en septembre là, sachant que la vente était déjà faite il y a plus de 4 mois, 13 millions de dollars. Le gross profit, le net gain de ça, c'est 4 millions 100 000 dollars en moins de 30 mois. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est qu'un projet immobilier. Alors, ça, c'est plutôt pour nos clients investisseurs qui vont pouvoir mettre 5 millions neufs sur la table et puis financer 3 millions de travaux. Mais ça veut dire qu'en achetant quelque chose, et on a exactement les mêmes projets avec des maisons qui valent 2 fois moins cher, des maisons qui sont à 3 millions de dollars, sur lesquelles on va mettre 1,5 million à 2 millions maximum, très très grand maximum de travaux et qu'on va revendre avec un net profit d'au moins 2 millions de dollars. Voilà. En quelques mots, je vous montre très vite fait. On a un superbe appartement à vendre en ce moment en exclusif. Donc, c'est de chez nous au 29 King Street dans West Village, le nord de Hudson Square. Un 3 bedroom pour moins de 3 millions de dollars avec un living, Salon. dining qui est exceptionnel, 14 feet et demi de hauteur sous plafond. Un appartement à moins de 3 millions de dollars avec un salon d'un appartement à plus de 6 millions de dollars. Des apparts comme ça, on n'en voit pas beaucoup. On a énormément de trafic sur cet appart. Voilà, donc ça, c'est un petit joyau qu'on a à vendre et dont on est très, très fier. On a un autre appartement en ce moment qui est sur Broadway, 354 Broadway, l'appartement numéro 8. C'est un appartement immense parce qu'il fait plus de 2800 square feet, c'est-à-dire quasiment 270 mètres carrés, qui est en vente à un petit peu moins de 5 millions de dollars. Voilà, c'est un très, très beau loft, un Tribeca, qu'on a à vendre. On a aussi des petits apparts, ouais, un appartement à 325 000 dollars. Alors là, pour le coup, celui-là, il est un peu différent parce que c'est un studio et c'est un coop. Donc là, ça ne concerne que les Américains. Ça doit être une résidence principale obligatoire. Donc là, on a pas mal de clients 100% américains et généralement des jeunes couples ou très jeunes couples. Euh, Très vite fait, je passais aussi une autre chose, c'est qu'on a ouvert un bureau à Paris au mois de janvier.
Et on a pas mal de listings aussi à vendre, notamment cet appartement magnifique dans le 6e à Saint-Germain-des-Prés, un petit peu moins de 5 millions de dollars, voilà, qui est un 3 bedrooms avec des vues et des hauteurs sous plafond et une luminosité absolument exceptionnelle, un vrai appartement complètement incroyable de parisien. On a un appartement aussi à vendre à un peu plus d'1,5 million rue de Bretagne dans le 3e. C'est un 2 bedrooms. Typiquement parisien, on a un super one bedroom à vendre à Bourse à 610 000 euros dans le 2e. Et voilà, et je voulais vous remercier. On n'a pas le temps de tout passer en revue là dans un petit webinaire rapide, surtout quand c'est dans ce sens-là. On répond à toutes les Q&A derrière avec grand plaisir. Contactez-nous. Nos coordonnées sont là. Vous voyez, ça c'est tous les réseaux sociaux, mais vous les verrez en vous repassant le replay. Et là, ce sont voilà, nos coordonnées. N'hésitez pas surtout à nous appeler, que ce soit à New York ou même si vous avez des choses, des biens à vendre à Paris, on sera ravis de s'en occuper. Merci beaucoup, Renaud. Donc Merci. là, vous avez les coordonnées. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. On va y répondre à la fin par ordre d'arrivée. Donc, si vous voulez être sûr qu'on réponde à votre question, posez-la maintenant. Betty va nous parler une fois qu'on a sélectionné un bien, mais peut-être qu'il faut aller voir Betty avant même d'avoir sélectionné un bien. Oui, on avait dit Betty, le numéro 1. Numéro 1, c'est ce voilà, qu'il faut faire. Il faut aller voir Betty d'abord. voilà. C'est moi la Euh, boss. Betty, tu vas nous expliquer comment ça se passe quand on veut être financé pour acheter à New York, qu'on soit là Absolument. depuis, on va dire, 2 ans, qu'on soit là depuis 2 semaines, C'est ou ça. qu'on n'ait jamais prévu de s'installer à New York. Voilà. Exact. On a des solutions pour tous et chacun. Donc, merci Romain, merci Renaud, Marius. Comme d'habitude, vous nous faites toujours rêver. Alors maintenant qu'on atterrit, on va commencer à parler comment faire pour financer les super trucs que vous nous avez montrés. Donc, moi, je vais parler de 3 différentes catégories de clients. Donc, on va commencer par le classique, le client qui est soit citoyen américain, soit carte verte, soit qui a un visa américain acceptable, qui habite aux États-Unis et qui sont là, ça fait déjà plus que 2 ans. Donc, vous avez eu le temps de monter votre credit score, vous avez 2 ans d'historique par rapport au travail, tout ça. Là, si vous achetez une maison principale, on peut vous offrir un financement jusqu'à 80%. Si c'est une maison, un pied-à-terre, donc jusqu'à 75%. Et si c'est pour un investissement locatif, jusqu'à 70%. Bon, bien sûr, ça c'est les loan to value, jusqu'à quel montant on peut y aller. Mais bien sûr, il faut toujours que le client soit qualifié sur 3 choses, 3 sur 3, c'est-à-dire votre revenu brut personnel, votre credit score et les actifs. Donc, c'est pour ça que Renaud et Marius disaient que c'est toujours très important d'abord de savoir, de travailler sur un pre-approval. C'est pour qu'on sache, parce que si vous voulez vous acheter quelque chose à 4 millions, mais vous pouvez être approuvé que à 2 millions, donc personne ne perd son temps, quoi. Ça veut dire tout le monde sait où on se tient. Donc, c'est toujours bien d'avoir une première conversation, voir combien vous pouvez vous permettre, discuter avec Renaud Marius, me revenir, appliquer pour un pre-approval. C'est vraiment pas compliqué pour un pre-approval. Je vous envoie le lien, vous appliquez, on se reparle. 24 heures plus tard, je vous donne le pre-approval. Il est valide pendant 4 mois. Donc, ça, c'est pour ce genre de clients. Ensuite, on a des clients qui sont tout nouveaux aux États-Unis, c'est-à-dire qui viennent de déménager aux États-Unis, n'ont pas encore le 2 ans d'historique. Bien sûr, il faut toujours le visa valide, mais vous n'avez pas eu le temps de monter votre credit score, vous n'avez pas le 2 ans d'historique ici aux États-Unis, que presque tous les banques demandent ça. Nous, on peut quand même travailler avec vous, pas de problème, et on peut quand même vous financer, encore une fois, jusqu'à 80% du prix d'achat pour votre maison principale. Même si, par exemple, vous faites transférer de votre boîte ici aux États-Unis, vous savez que vous allez arriver genre en janvier, que vous voulez déjà acheter votre maison, il n'y a pas de problème. On commence à discuter et on peut faire ça aussi juste 1 ou 2 semaines après que vous arrivez ici. Toujours la même chose, il faut toujours être qualifié pour toujours les mêmes 3 choses, votre revenu brut personnel
là, on comprend que vous n'avez pas encore eu de credit score parce que vous êtes ici, ça fait seulement 2-3 mois, donc vous n'avez pas encore eu le temps de le construire. Donc, nous, on vous donne une passe les 2 premières années. Ensuite, maintenant, c'est pour toute une autre catégorie de clients. Souvent pour les clients qui habitent et qui travaillent à l'extérieur des États-Unis. Bon, bien sûr, chaque pays a ses lois de cross-border, mais pour un client qui habite à l'extérieur des États-Unis, qui veut presque n'importe où dans le monde, presque, bien sûr, il y a des pays avec lesquels on ne travaille pas, et qui veut acheter presque n'importe où aux États-Unis, donc la propriété doit toujours être aux États-Unis, on a aussi un programme pour vous. On peut financer pour un pied-à-terre jusqu'à 70% et pour une propriété locative jusqu'à 60%. Toujours la même chose, on a toujours nos façons de savoir comment prendre les revenus des autres pays que j'expliquerai en one-on-one parce que chaque personne est différente, chaque cas est différent. Maintenant, pour tout ce qui est de mortgage, donc de crédit, le crédit doit toujours être au nom personnel du client et le titre de la propriété peut être sur le nom personnel du client ou on offre aussi vous pouvez aussi le mettre sur une US LLC ou US Corporation. Maintenant, ça c'est pour tous les clients premiers. Je couvre aussi private banking, c'est un peu différent. On peut faire d'autres choses. On peut mettre le mortgage aussi sur une US LLC, US Corporation. Ça, c'est private banking. Donc, évidemment, c'est toujours mieux de se parler one-on-one. Maintenant, une chose qui est importante aussi, c'est que, évidemment, vous êtes approuvé en faisant un pre-approval. Si vous achetez dans un building, toujours vérifiez avec moi parce que les buildings doivent être aussi approuvés par la banque. Très simple, vous me donnez l'adresse, on a un pre-approval liste de buildings qui sont approuvés. En général, des genres de buildings que Renaud et Marius travaillent avec, ils sont en général tous approuvés, mais juste prendre en note que aussi le building doit être approuvé. Une autre chose aussi pour le client qui veut acheter cash, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter cash et vous nous revenez juste après avoir closé. Et là, on vous redonne un mortgage dessus, dépendamment, évidemment, dépendamment du type de bien, mais on peut vous donner presque la même chose que si vous avez acheté avec un mortgage. Et là, comme ils disent ici, the money is king or something, cash is king. Donc, vous pouvez, je pense, mieux négocier. Quoi d'autre sinon ouais, ça veut dire, c'est à peu près ça. C'est très général parce que, évidemment, chaque personne a un profil différent. Donc, moi, toujours, ce que je conseille, c'est de parler one-on-one, de discuter de votre situation personnelle et de voir quelle solution on peut y arriver. Parfait. Merci, Betty. Le Ouais. dernier point, je pense que c'était intéressant parce que c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment faire en France. Cette histoire de refinancement après avoir acheté cash, c'est assez peu fait, je crois, en France. Donc, si jamais il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas. On pourra aussi réexpliquer comment ça marche. Allez, on attaque les questions. Donc, si vous avez une question, c'est maintenant qu'il faut la poser. Après, ce sera trop tard. Julie a une question. Quels sont les frais à prendre en compte pour l'achat d'un condo? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, vous pouvez répondre à cette question de manière très très simple en tapant quels sont les closing costs condominium New York et il y a souvent une liste bien exhaustive. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ça coûte moins cher d'acheter aux États-Unis qu'en France. Selon que vous ayez un mortgage ou pas, vous allez avoir grosso modo entre 2,5 et 4% de frais à l'achat. Et pour le vendeur, lui, par contre, il est plutôt aux alentours de 6-7% parce qu'il va couvrir les frais, notamment des agences immobilières. Voilà, c'est un petit peu différent si c'est un coop. J'ai vu qu'il y avait une autre question sur un coop un petit peu plus tard, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça coûte environ dans les 4%, 5%. Si on achète cash, c'est 2%, et si on achète avec un mortgage, c'est 4%. Voilà, retenez 2 et 4. Voilà. Et ensuite, il y a des virgules derrière, mais c'est pas Voilà. très, très important. Parfait.
Alors, un auditeur anonyme. Y a-t-il un avantage à acheter un bien IMO à New York via une société française plutôt que d'acheter personnellement en direct en termes de financement et peut-être de fiscalité? Alors pour la partie financement, Betty pourra dire, elle fait les deux, mais si vous achetez via une LLC, par exemple, eh bien ça doit être une discussion que vous devez avoir avec votre banque, notamment HSBC et Betty. Là, il nous dit via Nous, une société française, hein. Française. Ah Oui, oui, Donc là, non. oui, il y a des clients, des clients pour le financement, c'est surtout pour la partie transmission de patrimoine. Et là, c'est plutôt avec un fiscaliste qu'il faut voir ça. On travaille évidemment avec des fiscalistes franco-américains qui connaissent ce qu'il faut exactement faire. Et le schéma classique étant une SCI en France, une LLC aux États-Unis qui détient le bien aux États-Unis, tout ça plutôt dans un thème de transmission de patrimoine pour optimiser les frais de succession, notamment aux et États-Unis. Juste voilà, pour donc revenir au les financement. fiscalistes, juste en 2 secondes, c'est qu'il y a notamment plusieurs sociétés, Jade, Fiducial et KPB Orcom, qui s'occupent de ça, c'est-à-dire de faire l'optimisation fiscale entre la France et les États-Unis et pour aussi éliminer des risques. Donc ça, en fonction du patrimoine de chacun, il y a une réponse. Alors, je vais quand même donner quelque chose, c'est que c'est un chiffre, c'est 90% nous des acheteurs, ils achètent à travers une LLC ici. Voilà. Sachant que la LLC est fiscalement transparente, donc derrière, il y a un nom, il y a un prénom, il y a une personne physique. Voilà. Betty, tu voulais dire? Ouais, non, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que nous, on n'accepterait pas que vous achetiez sous une compagnie française. Nous, il faut toujours que ce soit à votre nom personnel et le titre de la propriété sur une US, ou à votre nom personnel ou sur une US LLC ou US Corporation, mais pas une compagnie française. Mhm. À Bon, moins que c'est vous achetez cash, ce qui donc reste c'est logique. tout à fait différent. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il est question de Sam? Il vous remercie pour ce webinaire. Pour clarifier, il est strictement impossible de faire de l'investissement locatif en coop. Oui et non. Il y a deux propriétés à New York, les condos et les coops. Les condos maisons et les coops. Les coops, en fait, les condos, c'est. Alors, je vais commencer par les condos. C'est vous avez un titre de propriété. C'est une propriété qui correspond exactement à ce que vous connaissez en France. Vous êtes propriétaire des murs. Vous pouvez être un peu ce que vous voulez. Vous pouvez le louer. Ça peut être un pied-à-terre. Vous pouvez y habiter en résidence principale ou que ce soit une résidence secondaire. Faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est le condo. Le coop, c'est une société immobilière qui détient l'immeuble et vous achetez des parts de cette société immobilière. Donc les coûts sont un petit peu différents, notamment à l'achat. Le fonctionnement d'un coop est très différent et notamment sur une règle en particulier, c'est que le coop, dans une très grande majorité des cas, on va dire 80% des cas, doit être obligatoirement une résidence principale. Si ce n'est pas une résidence principale, vous ne pouvez pas tout bonnement l'acheter. Dans les 20% de cas où c'est possible que ce soit une résidence secondaire ou un pied-à-terre, ben, ce n'est pas encore sûr que vous ayez le droit de le louer. Parce qu'il y a une sorte de board, ce qu'on appelle, de conseil syndical, d'assemblée de copropriétaires qui décide des règles de l'immeuble. Il peut acheter ou pas. Vous allez passer un entretien et le board peut très bien dire, ce type-là, sa tête ne nous revient pas, on ne veut pas de lui en tant que propriétaire dans l'immeuble. Donc, ils peuvent refuser les acheteurs. Deuxième chose, ils peuvent avoir des règles, notamment comme il est interdit de louer tout court. Donc, ça doit être obligatoirement une résidence principale. Et dans le troisième cas, quand c'est possible de louer, eh bien, il peut y avoir des règles où il faut y habiter 2 ans et vous avez le droit ensuite de le louer. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, c'est vous avez le droit de louer maximum 1 an avec des justifications du style je refais des travaux, il faut que j'habite ailleurs pendant le temps des travaux. Voilà, donc très très C'est compliqué possible, d'avoir un mais coop et d'en faire un investissement locatif. Ok, parfait, merci. Je vois qu'il y a une question de Sam pour moi, pour les frais d'achat via une LLC.
sont-ils plus importants qu'en nom propre? Oui. Alors, il y a deux choses. Quand vous mettez le titre de la propriété sur un LLC, le taux est plus haut de 0,125, donc la moitié d'un quart. Et il y a des frais pour que notre legal department review the LLC, c'est entre 1 500 et 3 000 $. OK. Donc, ça, c'était la question de Sam Mhm. concernant le fait d'acheter via une LLC en Floride, Delaware. Est-ce que c'est plus important en nom propre? OK. Donc, ça, c'est répondu. Eric, bonjour. Quel est le montant de revenus à avoir pour une location? Est-ce que c'est 3 fois ou 10 fois le loyer? Même question pour l'histoire du dépôt de garantie. Eh ben, Eric, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que c'est 40 fois le loyer. Voilà. Donc, à New York, il faut gagner 40 fois Annuel. annuellement le loyer. Donc, ça, c'est la règle. Maintenant, il y a toujours des petits parcours qu'on peut essayer de trouver. Mais la règle générale, c'est ça. Donc, si vous gagnez 200 000 $, vous pouvez louer un appartement maximum de 5 000 $ par mois. Parfait. Oui, la garantie, il y avait une question sur la sécurité. C'est 1 mois, on demande 1 mois de caution. Voilà. Ça Voilà. a changé et maintenant, depuis août 2019, le propriétaire ne peut demander que 1 mois. Et non plus avant, on pouvait demander 2 mois, 3 mois, 6 mois de caution. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est très bien, mais d'un côté, pour les étrangers qui n'ont pas de crédit historique, qui viennent d'arriver, c'est un peu handicapant. Donc, c'est pour ça qu'on est là aussi pour construire les dossiers d'une certaine manière. Parce qu'il faut identifier les bons biens, il faut les négocier, mais le plus important, c'est de l'obtenir. Et l'obtenir quand on arrive aux États-Unis, qu'on connaît, qu'on n'a pas de record, c'est plutôt compliqué. Et sans un bon dossier et un bon agent, c'est quasiment impossible. Surtout sur un bon agent, Marius. Surtout sans un très bon agent. OK. François nous demande quel est le coût annuel moyen des impôts et taxes à New York, Manhattan par rapport au prix d'achat actuel? Waouh. Alors, ça va dépendre de plein de choses. Mais c'est très intéressant, en tout cas, de signaler une chose. C'est que à Brooklyn, notamment, je vais parler ce qu'on appelle des real estate taxes, donc en Property France, tax, ouais. voilà, property tax. Taxe foncière. Les taxes foncières, elles sont parfois jusqu'à 10 fois inférieures à Brooklyn qu'à Manhattan. Rephrase, elles peuvent être jusqu'à 10 fois supérieures à Manhattan qu'à Brooklyn. Donc, il y a un vrai débat, notamment c'est pour ça que Brooklyn a un gros regain et c'est qu'on voit depuis, on a vu là dans les chiffres que Marius nous a présentés, que Brooklyn s'arrête pas d'augmenter. Il y a notamment un des attraits de Brooklyn, en plus d'avoir une qualité de vie qui est sympa, il y a des arbres, il y a moins de bruit des sirènes des camions de pompiers, mais il y a aussi le fait qu'on paye 10 fois moins d'impôts sur la propriété. Donc ça, c'est aussi un des avantages intéressants. Donc après, il y a plein de petits ratios à faire dans tous les sens, mais ça, on pourra répondre de manière Ça assez dépend du précise. quartier, ça dépend de l'immeuble, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. Mais il n'y a qu'une property tax à payer. Il n'y en a qu'une. Il n'y a pas taxe d'habitation, taxe foncière par an et vous avez qu'une property tax. Eric qui demande si on peut payer des loyers d'avance pour garantir une location. Non. Donc depuis 2019, comme disait Marius, on ne peut plus payer de loyer d'avance, plus que c'est un loyer d'avance au moment de la signature et c'est un mois de loyer de security deposit maximum. Avant où c'était possible d'en avoir plus, eh bien maintenant ce n'est plus possible. Il y a deux solutions pour ça. Avoir des agents spécialisés comme nous dans les expatriés parce qu'on va tourner les applications d'une certaine manière qui font qu'elles sont dans quasiment 100% des cas acceptées. Et la deuxième chose, il y a certains immeubles, notamment des rental buildings, dans lesquels s'il faut avoir soit un garantor, donc un garant, ou soit une société qui va se porter garante pour vous, qui est spécialiste, c'est ce qu'on appelle des assurances garanties comme insurance.com ou theguarantors.com, qui sont les deux leaders de ce marché-là, de l'assurance garantie. Grosso modo, avoir une assurance garantie par theguarantors.com, ça coûte environ un mois de loyer. Donc, ça veut dire un troisième mois de loyer de coût, entre guillemets. Si je dois avancer le security deposit, si je dois payer mon premier mois de loyer
et avoir dans un rental building, c'est le mois de garant pour pouvoir me faire accepter comme si j'étais un Américain, alors que je viens juste d'arriver, que j'ai pas de crédit score, que j'ai pas de sécurité sociale, que j'ai pas de compte en banque, ou je viens juste de l'ouvrir, donc j'ai aucun record sur mon compte en banque. Donc voilà, tout ça, c'est les éléments qu'il faut prendre en compte. Magnifique. The Guarantor, qui, je crois, avait été fondé par un Français. À Oui, vérifier. Julien Bonneville, Voilà. très très fort. Ils sont devenus Euh, quasiment numéro un du marché ici à New York, theguarantors.com avec l'accent français. qui, je pense, a sauvé pas mal de situations. Ouais. Sam nous dit, pour rebondir sur les coûts liés à la rénovation d'un bien, vous avez mentionné 450 $ du square foot et 2000 $ du square feet à la revente. Ces données sont-elles une moyenne sur l'ensemble du marché new-yorkais, Manhattan, Brooklyn ou sur une zone en particulier? Oui, non. Alors, on est des experts de tous ces chiffres-là et Sam, on pourra en discuter si vous voulez ensemble. Grosso modo, ce qu'il faut retenir dans l'idée de la construction ou de la déconstruction. Parfois, ça vaut plus le coup quand on regarde des petites maisons qu'on a, d'ailleurs, qui sont à Chelsea, à Manhattan ou à Brooklyn. Parfois, ça vaut plus le coup de détruire la maison. Généralement, les maisons qu'on a, les brownstones, les townhouses, c'est des maisons qui ont été construites et édifiées en 1880, 1910, ou entre 1880 et 1810. Donc, elles sont hyper vieilles. Les briques, elles sont en train de se déliter. C'est des briques qui ont 140 ans, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et si on veut justement rajouter des étages supplémentaires, il faut quand même qu'on ait des bases assez solides. Donc parfois, ça vaut plus le coup de tout péter et de tout reconstruire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le coût d'une reconstruction est quasiment 200 $ moins cher, le prix au square feet, que si on doit on doit repatcher un petit peu une vieille maison, refaire les vieux murs, etc. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte en fonction de l'état de la maison que les general contractors vont trouver en enlevant un petit peu toutes les caches-misères qu'il y a, c'est-à-dire le placo. Et une fois qu'on va vraiment rentrer dans le dur de la maison, eh bien, on va voir que soit les poutres, elles peuvent tenir le coup ou elles peuvent ne pas tenir le coup. Donc, est-ce qu'il faut changer les poutres, les joists, etc. Ou est-ce qu'il faut remettre des poutres métalliques? Est-ce qu'il faut… voilà. Donc, tout ça, ça va vraiment dépendre. Mais je prends un exemple en particulier à Brooklyn. Effectivement, un quartier comme Carroll Gardens, aujourd'hui, une maison qui est totalement rénové, se vend plus de 2000 $ le square feet. Je prends un exemple en ce moment qu'on a à West Village. On est en train de faire une rénovation de maison à West Village. Une maison entièrement rénovée à West Village, c'est 4000 $ le square feet. Hein, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Et construire, ça vaut entre 350 et 450 $ le square feet. Maintenant, si vous voulez mettre du marbre partout, des robinets en or, etc., ça peut pas, ne pas s'arrêter. On peut très bien être à 1000 $ le square feet ou 2000 $ le square feet de construction. Mais je parle pour quelque chose de raisonnable, d'une qualité qui est une bonne qualité. À 450 $ le square feet en rénovation, on fait déjà ouais, du très, très bon travail. Parfait. Mon bâtiment vient de perdre le courant, donc si jamais vous voyez que je disparais, je vous laisserai fermer le webinaire, Renaud, Betty, Marius. Euh, Quel est le pourcentage de condos en vente à New York par rapport au coop? Deux tiers, un tiers. Deux tiers de coop pour un tiers de condo, Parfait. grosso modo. En cas de guarantor, faut-il 40 fois le loyer? Alors, si je comprends deux questions. Il faut que vous gagniez quand même 40 fois le loyer si vous avez un garantor. Maintenant, votre garantor, lui, doit gagner 80 fois le loyer. C'est là, il faut être bien assis, normal, parce qu'il doit pouvoir couvrir ses 40 fois à lui, plus les 40 fois de la personne qui couvre. Parfait. Mais on a répondu à toutes les questions, je crois. Il y en aura peut-être Donc, d'autres. s'il y en a d'autres, vous n'hésitez pas à contacter directement Betty, Renaud et Marius. Et tout ça, c'est disponible en replay sur frenchmorning.com, sur YouTube, sur Facebook, sur tous nos réseaux sociaux de façon générale. Et on est aussi en direct sur LinkedIn. Donc, vous pouvez tout ça, revoir tout ça. Euh,
je vous donne rendez-vous peut-être le trimestre prochain ou le semestre prochain pour faire le point sur comment se passe l'immobilier à New York. Et puis, en attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis des bons investissements immobiliers je vous souhaite les plus fructueux possibles. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous dis à mardi prochain. À bientôt sur French Merci, Morning. Merci Au à revoir. tous. à bientôt. Au revoir.